Bonsoir, nous sommes le jeudi 1er octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. Visite à Chatou et à Poissy pour l'ancien Premier ministre, aujourd'hui candidat à la primaire à droite. Alain Juppé était dans les Yvelines hier lors du meeting qui clôturait son déplacement. Il a appelé à se débarrasser au plus vite du gouvernement socialiste. Depuis 10 ans, l'association du Fun pour tous intervient auprès des enfants en situation de handicap mental. La structure basée notamment à Guyancourt propose un accueil spécialisé sur les temps périscolaires et les vacances. Reportage et explications en plateau avec Bruno Grosvalet, fondateur de l'association. Enfin sport, Saint-Quentin en Yvelines face aux Mureaux, c'est l'affiche de la prochaine journée de promotion d'honneur en rugby. L'entraîneur de Saint-Quentin sera présent à la fin de cette édition. Et je suis donc avec Bruno Grosvalet en plateau avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlerons dans quelques instants des 10 ans de votre association. Mais avant cela, revenons à notre actualité locale. L'ancien Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé, était donc en déplacement mercredi soir dans les Yvelines. Un déplacement à la rencontre des élus de Chatou et de Poissy pour évoquer la démocratie de proximité. Un déplacement qui s'est terminé par un meeting face aux sympathisants et aux militants. Il a forcément été question de la primaire à droite, Wilfried Richie et William L. Si nous en sommes là, c'est parce que nous sommes mal gouvernés depuis 2012 par un pouvoir socialiste qui a commis erreur sur erreur, qui est aujourd'hui discrédité et dont il faut se débarrasser le plus vite possible et au plus tôt en 2017. Matraquage fiscal, réforme brouillonne, l'ancien Premier ministre n'a pas fait dans la demi-mesure mercredi soir à Poissy. Alain Juppé accueilli par le maire et conseiller départemental Carl Olive et applaudi par les militants et les sympathisants sous les regards des ténors républicains des Yvelines, du président du Sénat Gérard Larcher à la députée en campagne pour les régionales Valérie Pécresse, en passant par le président du conseil départemental Pierre Bédier. Un discours incisif pour celui qui apparaît souvent dans les sondages comme le plus à même de remporter la primaire à droite l'année prochaine. Il bénéficie en tout cas dans les Yvelines de nombreux soutiens. J'ai ici beaucoup d'amis, parmi les élus bien sûr, parmi la population. Je suis très heureux bien sûr de sentir ce mouvement d'adhésion. Enfin la route est longue encore. Je vais effectivement dans un instant rencontrer les responsables de mes comités locaux qui se mettent en place avec une double mission. D'abord animer le débat. Pour l'instant autour de mon livre sur l'éducation, on a parlé à l'instant de l'apprentissage, c'est tout à fait essentiel. Et puis ensuite, le moment venu pour préparer bien sûr le vote aux primaires. Je pense que c'est un homme qui est mûr pour ce genre de responsabilité. Il n'est pas le seul, mais enfin je pense que c'est peut-être l'homme le plus sage. Je trouve que c'est un homme surtout ouvert et il a aussi beaucoup d'expérience. Et je pense que c'est deux qualités qui sont absolument nécessaires. Ça devrait être son tour parce qu'il arrive en fin de circuit. S'il passe par là, il ne sera jamais président de la République. Un peu plus tôt dans la journée, le maire de Bordeaux a parlé démocratie participative. À Poissy, le Conseil de développement économique et social fêtait son premier anniversaire. La primaire à droite et au centre devrait se dérouler les 20 et 27 novembre 2016. 6 candidats se sont déclarés et il pourrait y en avoir encore un de plus. Nicolas Sarkozy n'a à ce jour rien officialisé. Il faut allumer la bougie là. Et vous avez peut-être déjà eu la chance de goûter ces produits. La ferme de Villetin, située à Jouy en Josas, a agrandi sa laiterie. Construite en 1970 puis rénovée en 2003, la laiterie est complétée d'un atelier de production de yaourts. Si la ferme en produit déjà 200 000 par an, elle espère bientôt atteindre le chiffre de 1 million. La machine a permis à la ferme d'embaucher un nouveau fromager. On écoute Benoît Dupré, agriculteur fromager à la ferme de Villetin au micro de Mélanie Poquet. On a la chance d'être porté par l'engouement de la clientèle pour les produits locaux. Donc on a des collectivités qui nous en demandent, c'est des grosses quantités, c'est pas seulement la clientèle de détail. À fur et à mesure qu'on va avoir des clients, on va savoir qu'on a une production qui est quand même importante, puisque cette machine permet de produire 2000 yaourts à l'heure. Donc on a de quoi faire, sachant c'est un atelier qui travaille 39 heures par semaine. Une belle initiative qui perdure pour la 11e année. Les élèves du centre horticole d'enseignement et de promotion situé au Tremblay sur Mauldre ont récolté des pommes de terre au profit des Restos du Cœur. Le projet est réalisé par tous les niveaux de l'établissement, des collégiens aux adultes en formation courte. Tout au long de la journée, on écoute les précisions de Damien Giraud, professeur d'aménagement au micro de Camille Lambert. Et maintenant, on parle beaucoup des valeurs de la République et dans l'enseignement aussi agricole, on a une déclinaison sur les valeurs de la République, donc la solidarité, ça en fait partie. Donc c'est important d'aider les gens les plus démunis à pouvoir aussi manger à leur faim, tout simplement. Ils partent du principe c'est une bonne action, dès qu'on parle des Restos du Cœur, il n'y a pas de souci
ils ont une attitude positive face à cette opération. L'opération Microdon reprend du service. La 7e édition de cette collecte de fonds au profit des associations de solidarité internationale se déroulera du 2 au 4 octobre. Une trentaine d'associations subventionnées par le groupement d'intérêt public Yvelines Coopération Internationale et Développement seront présentes dans différentes enseignes pour présenter leurs actions. Si vous souhaitez les aider, c'est simple, il suffit d'acheter des cartes de dons d'une valeur de 2 à 3 euros qu'elles vous proposeront, puis de présenter la carte à code barre au moment de votre passage en caisse. Un geste simple qui a permis l'an dernier de recueillir plus de 25 000 euros. Je le rappelle, nous sommes en plateau avec Bruno Grosvalet, fondateur de l'association du Fun pour tous, située à Guyancourt. L'association fête ses 10 ans cette année. Elle intervient auprès des enfants et adolescents en situation de handicap mental en leur proposant des activités périscolaires. Fanny Bourdillon s'est rendue mercredi après-midi dans les locaux de l'association, assistée à l'un des ateliers proposés. Regardez. L'association du Fun pour tous fêtera ses 10 ans ce vendredi. Ouvert en 2005 à Guyancourt, ce centre propose un accueil spécialisé pour enfants et ados avec un handicap mental. Piscine, roller, VTT ou encore arts plastiques, de nombreuses activités leur sont proposées sur les temps périscolaires. Aujourd'hui, Amine et Lohan suivent un atelier de pâtisserie. On travaille sur les ingrédients, pouvoir les différencier, pouvoir travailler l'autonomie, être capable de faire des choses seules en cuisine. On travaille sur la motricité fine, mélanger, casser les œufs, tout ça. Et puis après, le plaisir de pouvoir proposer son gâteau au goûter aux autres enfants. 10 ans qui n'ont pas été de tout repos pour l'équipe du Fun pour tous. En 2013, le centre frôle la faillite avec un manque à gagner de 50 000 euros. Aujourd'hui, il se porte mieux. Une situation qui permet de développer de nouveaux projets. Le projet, c'est d'ouvrir en journée et de devenir accueil temporaire pour des enfants qui n'ont pas de prise en charge et qui sont à la maison. C'est quelque chose qu'on fait déjà, mais ils viennent simplement sur les temps périscolaires et vacances, donc c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont été déscolarisés, qui sont en attente d'une place en institution spécialisée, qui n'ont pas de place. Donc voilà, ils sont sans solution et ils sont chez eux. On n'a pas de financement suffisant pour pouvoir ouvrir en journée. En 2014, le centre a reçu 81 enfants venant de tout le département pour seulement 30 places. La liste d'attente est longue. Du Fun pour tous espère ouvrir des centres similaires dans le reste de la région pour répondre aux demandes de toutes les familles. Alors Bruno Grosvalet, 10 ans d'existence pour une association, c'est déjà un beau parcours. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué depuis vos débuts ? Je suis passé déjà d'être tout seul sur le terrain à une équipe de 9 salariés maintenant, des financements depuis 5 ans. On a traversé une crise majeure qui a permis de sensibiliser les pouvoirs publics à l'intérêt que pouvait avoir notre association pour la prise en charge des enfants en situation de handicap sur le après-école et après-institution spécialisée. Et donc ça ne s'est pas fait tout seul évidemment. Mais maintenant, ça y est, ça commence à se stabiliser et on commence à avoir une écoute au niveau public. Donc voilà, ça commence à être de mieux en mieux, on va dire. On l'a vu donc dans le reportage, vous accueillez environ 80 jeunes. Vous proposez plus d'activités maintenant, il y a un accompagnement différent. Vous avez affiné le travail sur ces éléments ? Alors, sur le fond, non, ça reste le même. C'est-à-dire que ce ne sont pas des animateurs, ce sont des éducateurs spécialisés qui accueillent et accompagnent les enfants. On utilise les loisirs comme outil pour continuer à les accompagner sur des axes similaires à ce que font les institutions spécialisées. En fait, on prend le relais. Quand les institutions spécialisées ferment, nous, on ouvre et on continue le travail éducatif qui est mis en place. Donc, en fait, les activités sont diverses et variées, comme tout centre de loisirs, en fait. C'est juste un support pour nous. Du coup, les éducateurs s'adaptent aussi aux enfants, selon les enfants que vous avez. Chaque année, ça change peut-être ? Oui, il y a un turnover, effectivement. La problématique de notre association, c'est qu'en fait, il n'y a pas de profil type. Dans les structures spécialisées, il y a des profils types, nous on n'en a pas. Donc on peut avoir des enfants qui ont une déficience légère, des enfants qui ont une déficience lourde, comme des enfants autistes notamment. Et du coup, ça demande une adaptabilité assez importante pour les éducateurs spécialisés. Oui, c'est complexe. On l'a vu dans le reportage, vous avez rencontré des difficultés financières. Depuis 2013, ça va mieux. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez réussi à gérer ce problème de taille ? Alors, fin 2013, donc on avait un trou au niveau de notre budget assez important, parce que la construction financière de l'association reste précaire. On n'a pas de financement pérenne, en fait. Donc on avait un trou assez important, donc j'ai vu la crise arriver, donc j'ai demandé à la présidente de l'époque de me licencier. Donc j'ai perdu mon poste pendant 1 an et tout le personnel a été mis en chômage partiel pendant 3 mois avec un service minimum pour l'accueil des enfants quand même. Donc déjà ça a permis de faire des économies. Ensuite le préfet a été saisi
Et ensuite, on a demandé des financements aux municipalités pour lesquelles on accueille les enfants qui ne peuvent pas aller dans les centres de loisirs classiques. Donc tout ça mis bout à bout, on fait que la situation a pu se rétablir sur le deuxième semestre 2014. Et là, pour 2015, on commence un petit peu à souffler. Ouais. Parce que vous avez des financements donc des familles qui mettent leurs enfants dans votre association et aussi des municipalités, c'est ça? Alors, les financements, c'est la CAF des Yvelines, la CASCI, il y a la DDCS, anciennement Jeunesse et Sport, il y a la préfecture des Yvelines aussi, il y a la région Île-de-France, et donc quelques municipalités. Sur les 30 municipalités pour lesquelles on accueille des enfants, il y en a à peu près 5 ou 6 qui ont répondu favorablement à des demandes de financement. En 2013, vous vouliez être identifié par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, comme un institut médico-éducatif. Où en est ce projet? Est-ce que ça a évolué? Alors, ça évolue effectivement. On n'en est pas encore à la finalisation de ce statut en tant que structure médico-sociale. Maintenant, ce qui se profile pour nous, c'est de devenir accueil temporaire en journée. Il y a une évaluation des besoins qui est en train d'être réalisée auprès de l'ARS et on pourrait rentrer justement sur le futur appel à projet qui va paraître sur ce créneau-là en fait. Parce que vous n'avez pas encore d'agrément. Comment ça se fait que vous ne l'avez pas justement? Justement, c'est une bonne question. On ne rentre pas dans les cases en fait. Notre activité est atypique. Et on développe un nouveau secteur, en fait, qui n'est pas référencé dans les lignes budgétaires dans toutes les institutions publiques, quelles qu'elles soient. Est-ce que vous pouvez expliquer, rappeler aux gens pourquoi votre activité est si originale, entre guillemets, si spécifique par rapport justement à ces enfants? Et est-ce que vous êtes un peu les seuls à proposer justement cette forme d'accompagnement? Tout à fait, oui. De cette façon-là, on est les seuls à le faire, effectivement. On a même des demandes qui viennent des départements limitrophes. Cette demande, elle a été identifiée, moi, quand j'étais éducateur spécialisé, il y a 10 ans, en institution médico-éducative. Les équipes, voilà, tout le monde faisait le constat qu'il n'y avait rien pour les enfants après l'IME ou après l'école, ou alors très peu d'inclusion. Et du coup, ça posait vraiment problème aux familles qui avaient des contraintes au niveau emploi du temps et qui, de par déjà le handicap de leur enfant, avaient une complexité dans la gestion de l'emploi du temps, mais ça en rajoutait. Du coup, il y avait vraiment besoin de créer quelque chose de spécifique pour ces enfants, tout en mettant en place de l'inclusion collective, ce que l'on fait avec la ville de Guyancourt. Justement, les familles, donc, je sais qu'elles se tournent vers vous. Vous avez vous prenez en charge 80 enfants, il y a une liste d'attente. Et quand justement vous ne pouvez pas les accueillir, dans quelle situation elles se retrouvent? Eh bien, elles n'ont pas de mode de garde comme toutes les autres familles. C'est-à-dire qu'elles sont obligées d'être à leur domicile vers 16h, 16h30, au retour de l'enfant, une fois que l'institution spécialisée est fermée. Et pendant les vacances, il n'y a pas de solution de garde. Donc des fois, c'est les grands-parents qui prennent le relais, des fois, c'est les mamans qui s'arrêtent de travailler. Enfin, ça crée d'autant plus de complexité qu'en crée déjà le handicap, en fait. C'est très lourd comme situation, justement, pour ces familles. Vous vous occupez des enfants. Est-ce que vous êtes aussi là un peu pour les parents? Alors, on voit certains parents en direct qui viennent chercher les enfants sur notre lieu d'accueil à Guyancourt. Donc, ça leur permet aussi, quelquefois, d'avoir un lieu d'écoute aussi. Les éducateurs sont là pour les écouter et essayer de les aider dans la gestion du quotidien d'un enfant en situation de handicap, ce qui est vraiment complexe. En plus de ça, en novembre 2014, on a ouvert un lieu d'accueil enfants-parents. Donc pour les plus petits, pour les 0-5 ans, donc c'est un soutien à la parentalité en fait. C'est basé sur les maisons vertes de Françoise Dolto. Donc c'est un accueil qui est ouvert le lundi matin et le jeudi matin sur notre structure à Guyancourt et qui permet pour ces familles de venir avec leurs enfants en situation de handicap et aussi des familles avec des enfants sans handicap pour avoir un lieu d'écoute et pour pouvoir se poser et avoir du soutien pour la parentalité, notamment à l'annonce du handicap. Vos projets un peu pour l'avenir, vous comptez accueillir plus d'enfants? C'est ça votre objectif? Alors actuellement, par rapport aux locaux dans lesquels on est mis à disposition gracieusement par la ville de Guyancourt, on ne peut pas. Ce qui serait intéressant, c'est à partir du moment où on aura cet agrément enfin de l'ARS, qui nous permettrait de pérenniser 10 années de travail, c'est d'avoir un bâtiment qui nous soit propre et dédié, voire construit pour nous. C'est une projection, je rêve un petit peu, mais pourquoi pas. Et là, oui, ça nous permettrait d'augmenter la capacité d'accueil, effectivement. Quelles sont les démarches, si les gens ne connaissent pas votre association, pour vous confier un enfant et peut-être adhérer à l'association Fun pour tous? Alors, nous appeler directement déjà. Il y a des lignes directes sur lesquelles vous pouvez nous joindre. Généralement, c'est les assistantes sociales des établissements spécialisés qui orientent les familles vers nous. Voilà, ça se passe aussi simplement. Et sur liste d'attente, elle est très longue, parce que c'est des enfants que vous suivez, je pense, d'année en année. C'est ça, exactement. On accueille des enfants, des fois, à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Oui, donc il y a du renouvellement, mais il y a aussi des enfants qui partent aussi. Donc on peut toujours proposer de nouvelles places, mais à partir de là, vous voyez, par exemple, on arrive début octobre et tous les groupes sont complets.
Et donc voilà, on a à peu près une vingtaine de familles qui sont en situation d'attente pour une prise en charge, même un mercredi par mois ou 2 à 3 journées par vacances. Donc du coup, les familles inscrivent leurs enfants pour une journée, plusieurs journées, comment ça se passe à peu près? Sur le fonctionnement, c'est comme un centre de loisirs classique en fait. Donc il y a une fréquence d'inscription tous les soirs en semaine, un mercredi, 2 mercredis, enfin c'est vraiment à la carte. Et après, quand les ados deviennent trop grands, vous les orientez vers d'autres établissements? Il y a un relais Alors généralement, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sont orientés vers des structures adultes où c'est des foyers qui les prennent en charge à temps complet. Donc ils n'ont plus besoin de nous. Très bien, merci beaucoup Bruno Grosvalet. On le rappelle, vous fêtez vos 10 ans demain dans vos locaux à Guyancourt. Donc je vous souhaite d'avance un joyeux anniversaire. Si vous souhaitez vous renseigner sur l'association, le site internet est le suivant, www.dufenpourtous.fr. Et nous vous en parlions mardi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes âgées, journée organisée sous l'égide de l'ONU. Un moment important pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. L'association a mis en place différentes initiatives comme à Plaisir ou à l'hôpital de Grignon, de jeunes lycéens ont rencontré des personnes âgées pour une journée d'échange intergénérationnel autour de l'opération des fleurs de la fraternité. Sephora Namani et Elodie Moine. Aujourd'hui, jeudi 1er octobre, est célébrée la journée internationale des personnes âgées. L'association Les Petits Frères des Pauvres se mobilise à l'hôpital de Plaisir-Grignon pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées sont isolées, que l'isolement, ça n'est pas simplement en domicile, à la maison, c'est également des personnes âgées en hébergement collectif qui, lorsqu'on va les voir, nous disent je n'ai pas de visite. Je vois des personnes qui viennent me voir pour faire des soins, pour s'occuper de moi, mais je n'ai personne qui vient me voir moi. Et elles nous disent vraiment, ça m'a changé ma vie, les petits frères des pauvres, c'est ma famille. Donc ce sont des choses qui sont vraiment précieuses pour nous. Pour cette action spéciale, les fleurs de la fraternité, des lycéens étaient invités à partager cette journée avec les résidents de l'hôpital. Chansons, danses et remises de roses pour cette belle rencontre intergénérationnelle. Pour tous les résidents, ça apporte de la joie. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de famille, qui ne partent plus en vacances, qui restent tout le temps dans les services. Je pense apporter le sourire aux personnes âgées, la joie et on va dire la fraîcheur un petit peu. La personne âgée m'apporte des nouvelles expériences, des choses qu'elle a vécues que moi je n'ai pas encore vécues, parce que je suis encore jeune. Nouvelle rencontre intergénérationnelle le 16 décembre prochain où les résidents de l'hôpital sont attendus au lycée Sonia Delaunay de Villepreux pour fêter Noël. Et comme chaque jeudi, nous passons au sport et au rendez-vous sportif du week-end qu'il ne faudra pas manquer avec notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Florane. Alors, le week-end était très sportif la semaine dernière avec la course à pied. Vous vous en souvenez, la course à pied Paris-Versailles, mais également la Coupe de France de football. Mais rassurez-vous, il le sera tout autant pour ce premier week-end d'octobre. Il y aura notamment un match qu'il ne faudra pas manquer ce week-end. Ce sera du rugby. C'est la rencontre entre Saint-Quentin en Yvelines et les Mureaux en promotion d'honneur, dimanche à 15h au stade du Bout des Clos à Maurepas. Vous l'aurez compris, Florane, c'est un derby yvelinois. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons le coach du Sky Rugby, Thomas Payen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez d'enchaîner 2 victoires en 2 matchs en promotion d'honneur. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une forme optimale? On a très bien commencé la saison, c'est vrai, contre 2 équipes qui ont l'habitude de jouer le milieu de classement en promotion d'honneur. Donc on en est vraiment ravis. En plus, c'est 2 matchs à l'extérieur donc de cette performance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un gros match ce week-end contre Triel, qui est une grosse équipe de la poule. Donc maintenant, à nous de relever le défi et surtout sur notre premier match à domicile. Vous avez une équipe très joueuse et très offensive cette année. Oui, tout à fait. On a une équipe jeune, de jeunes issus du club, de la formation de Saint-Quentin en Yvelines. Et le jeu qu'on essaye de mettre en place, en effet, c'est un jeu de mouvement aéré, où le ballon bouge beaucoup et on essaye de déstabiliser la défense grâce à ce jeu offensif. Ce match contre Triel-les-Mureaux, est-ce qu'il est très important pour la suite de la saison? Ou est-ce que c'est un match, on va dire, que vous ne prenez pas forcément au sérieux tout de suite? Non, c'est un match. Est-ce qu'il faut remporter tous les matchs vraiment cette année pour le Sky Rugby? Notre objectif, c'est la montée en honneur. La montée, il n'y a que 2 clubs qui montent en honneur. Donc nous, on a vraiment ciblé ce match comme un gros match. On avait notre bloc de premier match de 3 matchs. Notre objectif, c'est d'être sortir invaincu de ces matchs. Donc on n'a pas droit à l'erreur ce week-end. Et quelles sont les forces de Triel-les-Mureaux? Triel-les-Mureaux, c'est un club qui a l'habitude de jouer à ce niveau-là, d'être dans le haut de classement de promotion d'honneur avec des joueurs d'expérience. C'est des joueurs assez accrocheurs qui lâcheront rien jusqu'au bout. Donc à nous d'opposer à ça notre jeunesse, notre vitesse et d'aller chercher la victoire. Et la victoire, vous y croyez? Ah oui, j'en doute pas. Et quels sont les objectifs du club cette année? Ça sera de monter?
c'est la montée en honneur. Quoi Il qu'il y a arrive. pas de, oui, c'est la montée en honneur, c'est vraiment un objectif fixe et on veut mettre tous les moyens pour y arriver. Et vous avez l'effectif pour réussir cette montée en honneur? Oui, on a étoffé notre effectif cette année avec beaucoup de jeunes du club, des juniors qui sont montés, qui sont direct très compétitifs. Donc on s'appuie dessus pour nos résultats et on espère arriver à monter en honneur avec un effectif plus complet que la saison dernière. Et est-ce que vous sentez que vous faites partie peut-être des favoris de cette poule? Oui, je pense qu'on est favoris, on fait partie des favoris avec Le Chesnay également, Triel qui est une bonne équipe. Pour la montée en honneur, on est perçu comme ça en tout cas. Chaque année, vous êtes si proche de la montée. Cette année, c'est la bonne? J'espère, oui. On y croit tous en tout cas. L'objectif du club était vraiment soit l'année dernière, soit cette année de monter. Donc vraiment, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et est-ce qu'il y a un joueur sur lequel peut-être vous allez vous appuyer cette année? Un joueur ou c'est le collectif qui passe avant tout? Nous, c'est vraiment le collectif, notre vision du jeu qui est un jeu de mouvement où tout le monde trouve sa place dedans. Donc il n'y a pas un joueur en particulier, même si on attend beaucoup de nos leaders de jeu. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci Je le rappelle, donc le match contre les Mureaux est programmé ce dimanche à 15h à Maurepas, au stade du Bout des Clos. Et toujours en rugby, Mickaël, on jouera également en Fédéral 3 ce week-end. Effectivement, Florane, on jouera en Fédéral 3. Versailles aura l'occasion de se rattraper de son début de saison difficile. Ils recevront Metz dimanche prochain à 15h, donc pour le compte de la 3e journée du championnat. La victoire devrait être jouable pour les Versaillais. Metz est avant-dernier du classement et a déjà encaissé 88 points en 2 matchs. Ça devrait être une formalité pour Versailles. Vous l'aurez compris. Je l'ai compris et je suivrai ça avec attention. Il y a aussi de la course à pied, il me semble. C'est ça, le trail urbain de Montigny-Bretonneux est programmé ce dimanche à partir de 9h30. Au départ du centre sportif Pierre de Coubertin, la course traverse 8 quartiers de la commune pour un parcours total de 13 km. Il sera également semé d'embûches. Les 250 coureurs déjà inscrits pourront tester leur cheville et leur endurance sur la route dans des chemins. Ils monteront également des escaliers. Vous l'aurez compris, Florence, ce sera très physique. Il y aura également des courses pour les enfants et pour les personnes handicapées à partir de 11h30. Si les téléspectateurs qui nous écoutent veulent s'inscrire, il reste des places où on peut prendre son dossard 15 minutes avant le début des épreuves. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les retardataires. Il y a aussi du basket, c'est ça? Du basket pour terminer cette chronique sport. Trappes reçoit Viry-Châtillon ce samedi à 20h au gymnase Paul Maillet. Un match que les trappistes doivent remporter pour effacer la défaite du week-end dernier contre Marly-le-Roi. Ils avaient perdu, je vous le rappelle, Florane 80-64 à l'extérieur. Pour ce premier match de la saison à domicile, les trappistes comptent sur le soutien du public pour avoir remporté la victoire, mais également sur leur pivot de 2,11 m, Joey Casseus. 2,11 m. 2,11 m, oui, c'est vrai qu'on l'avait reçu en plateau, c'était assez impressionnant. Merci Mickaël, il y a aussi un autre match à ne pas rater, dimanche soir. Le Classico? Le Classico, bien sûr. Est-ce que vous avez un petit pronostic? Malheureusement, je pense que ça va être très compliqué pour l'OM sur ce match-là. Je pense que le Paris Saint-Germain va l'emporter. Très bien, eh bien on suivra ça avec attention. Je pense aussi que le Paris Saint-Germain va l'emporter, il est dans de très bonnes dispositions. Merci beaucoup Mickaël, on vous retrouve dès lundi prochain à 18h30 dans le 7-8 Sport pour un débrief complet de ces rendez-vous. Enfin, vous voulez transformer ou aménager votre jardin? Cet événement, regardez-le, vous donnera peut-être quelques idées. Un concours paysagiste est programmé jusqu'à ce dimanche au Jardin de la Vallée à Magny-les-Hameaux. 5 écoles yvelinoises à la main verte et à l'esprit créatif vont s'opposer pour remporter la compétition. Un reportage de Mickaël Midero et Patrick Jacques de Dixmude. 5 écoles, un objectif, remporter la 4e édition du concours Dialogue au Jardin organisé jusqu'à ce dimanche au Jardin de la Vallée à Magny-les-Hameaux. Comme chaque année, la compétition oppose les meilleurs apprentis paysagistes des Yvelines. Pour cette édition 2015, les étudiants doivent imaginer le jardin de demain. À cette occasion, les visiteurs vont s'improviser jury du concours et élire leur scène préférée. C'est eux qui vont élire la scène Jardin de demain parmi les 4 scènes des élèves. Nous allons du coup leur apporter notre jugement aussi. C'est aussi leur montrer qu'il y a aussi différentes facettes et dire voilà, vous avez bien fait votre travail sur les différentes étapes. Qu'est-ce qui est amélioré? C'est aussi les points améliorés qu'on peut apporter. Et les élèves vont aussi voter pour les autres scènes de jardin. Donc ils n'auront pas le droit de voter pour leur scène. De chaque école a le droit de choisir la scène de jardin qui correspond. Et c'est aussi se juger et apporter aussi sa critique et absorber la critique aussi des autres. Parmi les écoles sélectionnées, on retrouve notamment le CFA de Saint-Germain-en-Laye et l'école Tecoma de Jouan-Josas. Pour les professeurs de ces structures, l'objectif de ce concours est avant tout pédagogique. C'est un peu un travail en amont de ce qui les attend dans la profession. Et ce qui est intéressant dans cette idée-là de ce qu'ils sont en train d'aménager, c'est qu'ils l'ont travaillé, ce projet-là, de A jusqu'à Z. Et donc, il y a eu toute une dynamique d'une classe d'une 20aine d'élèves autour de ce projet-là.
Moi, je ferais plus d'avis de la mettre en escalier, la grosse. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des essais hein? Est-ce qu'il faut monter et descendre? La classe était très enthousiaste pour le projet. Pas forcément dans le but de gagner, mais de concourir tout simplement. Plus de 800 curieux sont attendus à Magny-les-Hameaux pour découvrir le travail des apprentis paysagistes. Le vainqueur de la compétition sera désigné lundi soir. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Wilfried Richy pour le 7-8 Le Journal. Et on vous retrouve également demain, Mickaël, pour le 7-8 Week-end. C'est ça, il sera question cinéma avec les yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École, mais également sport, comme d'habitude. Comme d'habitude. Eh bien, nous le suivrons avec attention également. Pour ma part, je vous retrouve lundi à 18h pour une nouvelle édition du journal en direct. Je vous souhaite donc une excellente soirée et un très bon week-end.